Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre de la série Un antibiotique un jour, on va voir une famille d'antibiotiques d'une importance capitale qui est devenue de prescription courante en matière d'anti-infectieux, mais qui nécessite quand même certaines précisions à connaître dans le cadre de la protection de ces antibiotiques qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, mais dont on a besoin encore pour les années à venir. En l'occurrence, on va parler de la famille des quinolones. Les quinolones connus depuis très longtemps, mais ils ont longtemps été connus comme étant des antibiotiques d'importance moindre ou bien pratiquement nulle en matière de maladies infectieuses parce qu'ils avaient un problème de diffusion. Je parle là des quinolones de première génération. Les anciens parmi nous connaissent l'acide nalidixique, le Négram, l'acide pipimidique, le Pipram, la Purone. Qui ne connaît pas le Nibiol, qui est l'acide oxolinique dérivé, donc qui est la nitroxoline dérivée de l'acide oxolinique, c'est-à-dire l'urotrate. C'était des antibiotiques à usage purement urinaire. À usage, d'ailleurs, on les appelle quinolones urinaires. Leur inconvénient, c'est une diffusion très faible, pratiquement nulle. C'est-à-dire ça ne diffuse pas dans les tissus et ça ne traite que les urines. C'est-à-dire ça désinfecte les urines et l'indication principale était la cystite, l'infection urinaire basse. Ils sont restés longtemps seuls avant que dans les années 80 et plus particulièrement à la fin des années 80, c'est-à-dire en 1987-88, où il y avait pratiquement dans la recherche une révolution. Une révolution dans la famille des quinolones. Quand je dis révolution, c'est-à-dire en ajoutant dans la molécule, dans la formule de la molécule, en ajoutant un radical fluor, ça a pratiquement changé toutes les caractéristiques des quinolones. Sur le plan diffusion, sur le plan spectre, sur le plan tolérance, au point où cette dénomination de quinolone a changé suite à cette révolution. On les a appelés fluoroquinolones, parce qu'il y a eu du fluor qui a été ajouté. On les a appelés quinolones systémiques. Systémiques parce que sur le plan de diffusion, ce radical fluor a amélioré la diffusion dans tous les tissus. Quand je dis tous les tissus, c'est-à-dire même les tissus réputés d'accès difficile. Quand je dis tissus réputés d'accès difficile, c'est-à-dire l'os, les méninges et l'œil. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'antibiotiques efficaces qui traversent ces barrières, ces tissus. On les a appelés aussi nouvelles quinolones. Mais à l'époque, on les appelait quinolones de deuxième génération. C'est-à-dire quand on parle
de quinolone, de fluoroquinolone, de deuxième génération, de quinolone systémique et de nouvelles quinolones, ou bien de fluoroquinolone, donc ces 4 dénominations, on veut dire ces quinolones-là, dont les plus connus, en 88, on a utilisé notre première antibiotique ou première molécule parmi les fluoroquinolones, on a utilisé ce qu'on appelait la pefloxacine. On ne la voit pas trop dans la prescription actuellement. La pefloxacine qu'on a utilisée pour la première fois pour la fièvre typhoïde, qui était traitée pendant 21 jours avec des antibiotiques toxiques type phénicolé, chloramphénicol, thiophénicol, et avec la pefloxacine. L'avantage, c'était la tolérance, l'innocuité et la durée du traitement qui a été divisée par 3. On traitait la fièvre typhoïde pendant une semaine. Regardez cette révolution, rien qu'en matière de fièvre typhoïde, alhamdoulilah, qui n'existe plus, presque plus maintenant. Puis, il y a eu aussi, toujours dans le cadre du traitement de la fièvre typhoïde, l'ofloxacine qui existe jusqu'à maintenant et qu'on préfère garder comme antituberculeux de réserve. Par la suite, il y avait ce qui est courant actuellement et que tout le monde connaît, c'est la ciprofloxacine. La ciprofloxacine, le ciprolon, le ciflox, comme vous voulez, selon les laboratoires. Là, pratiquement en matière de quinolone, la ciprofloxacine est la plus utilisée et on va parler tout à l'heure de résistance et qui a actuellement de plus en plus de résistance, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On a dit on a parlé de la diffusion, on va parler de l'autre avantage de ces quinolones. L'autre avantage, c'était par rapport à la première génération qui était essentiellement anti-BGN, anti-bacilles gram-négatifs et qui ne traitait que les urines. Actuellement, ces nouvelles quinolones ont un spectre très large et qui diffuse dans tous les organes. Il n'y a pas mieux comme avantage en matière d'antibiotiques. Donc, ce sont des anti-BGN. Quand je dis anti-BGN, il faut toujours avoir en arrière-pensée le pseudomonas, c'est-à-dire pseudomonas aeruginosa ou bien le pyrocyanique, c'est aussi des antipyrocyaniques. Ils sont aussi des anti-staphylocoques. Même le staph doré méticilline résistant peut être atteint par ces antibiotiques. Il y a aussi un avantage, c'est les germes atypiques. Une action sur les germes atypiques. Quand je dis germes atypiques, je veux dire mycoplasme, Coxiella, ainsi de suite. Donc les germes pulmonaires avec une très bonne diffusion. Deux lacunes bactériologiques sont à signaler avec la deuxième génération des quinolones. C'était, quand je dis c'était, on va parler de la troisième génération, c'était le groupe des streptocoques, dont le pneumocoque bien sûr, qui est aussi un streptocoque, c'est le streptocoque pneumoniae, et les anaérobies. Ces deux familles n'étaient pas atteintes par le groupe, par la famille des quinolones de deuxième génération, c'est-à-dire nouvelle quinolone à l'époque. La troisième génération, essentiellement la lévofloxacine, c'était le Tavanic comme nom de spécialité. Donc la lévofloxacine qui est venue combler l'une des lacunes, c'est-à-dire le groupe des streptocoques, essentiellement le pneumocoque, au point de lui avoir donné une dénomination que je n'aime pas, parce que ça rétrécit sa réalité. On l'appelait quinolone antipneumocoque, ou la quinolone antipneumo.
On dit antipneumo parce que le pneumocoque a été englobé dans le spectre. Mais c'est des quinolones qui ont gardé toujours leur spectre connu dans la deuxième génération, c'est-à-dire le staph, les BGN, donc avec indication urinaire, indication pulmonaire, certains les infections des parties molles, les infections neurologiques quand c'est nécessaire, quand c'est documenté par des antibiogrammes. C'est-à-dire le but de cette révolution est d'améliorer le spectre et la diffusion de ces antibiotiques avec tous les avantages, entre autres la tolérance très peu allergisant, pratiquement pas d'effets secondaires, et donc d'indications tout d'abord hospitaliers, mais qui sont actuellement utilisées dans la médecine de ville, comme la lévofloxacine, la ciprofloxacine, la norfloxacine. L'ofloxacine est une particularité, je le dis, j'insiste, malgré que c'est toujours utilisé dans certains cas en dehors de la tuberculose, mais il faut le retenir comme étant, c'est-à-dire je parle de l'ofloxacine, comme étant un antituberculeux de synthèse qui n'est utilisé que dans le traitement spécifique antituberculeux de troisième ligne. De troisième ligne, c'est-à-dire en cas de résistance du bacille de Koch. Je voudrais parler quand même de certaines précautions à prendre. Il faut savoir que les quinolones sont contre-indiqués chez l'enfant. Donc, c'est des quinolones, c'est des antibiotiques qui sont utilisés au-delà de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'ils interfèrent avec la croissance en se fixant sur le cartilage de conjugaison. Non seulement ils peuvent entraver la croissance dans le sens négatif, c'est-à-dire un risque de blocage de la croissance, mais aussi un risque d'excitation du cartilage de croissance, d'excitation de la croissance et d'avoir un gigantisme. Donc, il faut l'avoir en mémoire. Il y a certaines contre-indications comme l'épilepsie. Et bien sûr, je voudrais insister sur le fait que ces quinolones sont des antibiotiques qui sélectionnent rapidement des résistances. C'est-à-dire, si on ne les utilise pas à bon escient, si on ne les utilise pas quand c'est bien documenté, si on les utilise souvent chez le même malade, ils sélectionnent rapidement des résistances. D'ailleurs, on dit, quand on utilise une quinolone, il faut minimum attendre 3 mois pour la réutiliser. Je vous ai parlé de la première génération, je vous ai parlé de la deuxième génération. Il faut savoir qu'une troisième génération existe, donc essentiellement la lévofloxacine, et une quatrième génération qui est venue là combler aussi la dernière lacune qu'on avait avec ces quinolones, entre autres les anaérobies. Donc, avec l'évolution, et l'évolution se fait selon les besoins. Je pense que j'ai dit l'essentiel à retenir. Vous savez que je ne veux pas être très lent, parce que plus on s'attarde et plus on retient moins. Donc, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous remercie pour aujourd'hui et au revoir et à la prochaine.